Washington suspend l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Donald Trump estime que Volodymyr Zelensky ne fait pas assez d'efforts pour trouver un accord de paix avec la Russie. Risque de crise humanitaire dans la bande de Gaza après le blocage par Israël de l'entrée des denrées alimentaires à travers tous les points de passage. La Commission européenne proposera mercredi un nouveau plan visant à assouplir les règles liées aux émissions de carbone, en donnant 3 ans aux constructeurs pour se conformer aux objectifs. C'est l'une des conséquences directes de l'escalade des tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Washington a décidé de suspendre la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre. Selon un responsable de la Maison-Blanche, il s'agit d'une pause pour réexaminer cette aide militaire. Donald Trump reproche au président ukrainien de ne pas faire assez d'efforts pour trouver un accord de paix avec la Russie. Ce que dément le dirigeant ukrainien qui affirme vouloir mettre fin à ce conflit le plus vite possible. Lors d'une conférence de presse, le président américain a de nouveau fait allusion à un éventuel départ de Volodymyr Zelensky. Somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe that Russia wants to make a deal. Cette décision, qui prend effet immédiatement, concerne plus d'1 milliard de dollars d'armes et de munitions qui devaient encore être livrées. Cette aide militaire avait été approuvée lors du mandat de Joe Biden. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, J.D. Vance a défendu la décision de Donald Trump et affirmé que son pays ne pouvait pas indéfiniment financer cette guerre. Le vice-président américain s'est dit convaincu que Volodymyr Zelensky finira par discuter de paix. Pourtant, Kiev refuse catégoriquement un cessez-le-feu avec la Russie, tant que les États-Unis ne lui accorderont pas des garanties de sécurité. Washington espère aussi faire pression sur l'Ukraine pour signer l'accord sur les minerais. What strategy should France and the EU adopt when it comes to Russia's full-scale invasion of Ukraine? This topic was debated on Monday evening in France's lower house of parliament, the National Assembly, where I am currently standing. And this symbolic debate without a vote at the end comes right as French President Emmanuel Macron is pushing for a common EU defense framework in response to the lightning rapprochement between the US and Russia. And while military affairs are part of the French president's reserved domains, ultimately it's Parliament that decides on whether to increase military spending. And on Monday evening, one thing is clear: the National Assembly remains divided on this question. The far-right leader of the National Rally Party, Marine Le Pen, said that although she believes France should continue supporting Ukraine, that the country should focus on its national interest as a priority. She also said that she was against any common European defense strategy. Both the Communist Party as well as the hard-left France Unbowed Party also said that they were against any increased military spending. But in a rare occurrence, the Green Party and the Socialist Party said that they agreed with the government's general position on Ukraine and a common EU defense strategy. A second debate without a vote is scheduled this time at the Senate on Tuesday. Il en a bien conscience, son nouveau gouvernement portera une responsabilité immense. Le futur chancelier allemand semble décidé à remettre l'Allemagne au centre de l'Union européenne, mais pas seulement. Depuis la victoire de son parti aux législatives, Friedrich Merz, qui pourtant est décrit comme un atlantiste, multiplie les déclarations fortes en faveur d'une Europe plus autonome des États-Unis. Ce lundi, devant la presse allemande, il a même affirmé que l'échange houleux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale avait été provoqué par les Américains. Une altercation qui, selon lui, correspond au comportement actuel du nouveau gouvernement à Washington. Face à l'isolationnisme croissant des États-Unis, Friedrich Merz, qui devrait entrer en fonction dans quelques semaines, souhaite une défense européenne commune. Mais reste à savoir si son pays, dont l'économie est en berne, aura les moyens d'investir fortement dans le domaine militaire. En attendant, c'est à Paris puis à Londres que se sont tenus en urgence 2 sommets cruciaux pour l'Ukraine, mais également pour l'avenir du continent européen. Keir Starmer, qui veut lui aussi peser dans le débat sur la sécurité de l'Europe, est cependant confronté à un dilemme. Ne pas rompre avec son allié américain qu'il qualifie de très fiable, tout en se rapprochant de ses voisins européens pris au dépourvu par Washington. We've agreed that a group of us will work with Ukraine on
Des garanties de sécurité pour l'Ukraine. L'expression est plus encore sur toutes les lèvres des dirigeants européens après la réunion de dimanche à Londres d'une quinzaine d'alliés de Kiev. Concrètement, il s'agit de fournir les éléments matériels ou politiques crédibles à l'Ukraine afin de dissuader toute nouvelle offensive militaire russe. La France et le Royaume-Uni évoquent l'envoi de troupes et cherchent à rassembler des soutiens à travers la constitution d'une coalition des volontaires pour être plus dissuasif. The only way to make that credible is by pre-deploying troops into Ukraine. Not between the Ukrainians and the Russians. And the Ukrainian army is not going to go home when our troops arrive, but behind the Ukrainians, in significant numbers, let's say an army corps of 50,000 troops, to send a clear message to Russia, we are very serious about this. D'autres options existent, telles que la constitution de stocks d'armes européennes prépositionnées en Ukraine. Toutefois, il faut dans un premier temps s'accorder sur la mission exacte d'éventuelles troupes européennes. C'est l'objet de beaucoup de discussions dans le sens où envoyer des troupes, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire envoyer des troupes dans l'ouest de l'Ukraine pour libérer des soldats ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine pour aller au front? Est-ce que c'est du maintien de la paix? C'est deux choses différentes. Et dans ce cas-là, le maintien de la paix, ça veut dire troupes de maintien de la paix qui sont positionnées sur le front pour empêcher les combats. Donc c'est beaucoup de choses différentes. Mais pour être crédibles, les Européens devront s'appuyer au bout du compte sur l'allié américain, en particulier en matière de renseignement. Dès lors, il s'agit pour le vieux continent d'obtenir aussi des garanties des États-Unis afin de dissuader toute confrontation entre les forces russes et d'éventuelles forces européennes. L'option d'une sécurité de l'Ukraine à travers son adhésion à l'OTAN n'est pas sur la table puisque Washington a rejeté un tel élargissement de l'alliance. La fermeture des points de passage décidée unilatéralement par Israël fait craindre le retour de la famine à plus ou moins long terme dans la bande de Gaza. Depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier, plus de 600 camions d'aide entraient quotidiennement. Depuis 2 jours, rien ne se passe au grand désespoir de la population déjà usée et affaiblie par 15 mois de conflit. فما بالك لو سكروا المعابر هتزداد الامور سوءا فوق السوء. ما فيش حاجه يعني كويسه اصلا في البلد كله. Aujourd'hui, alors qu'aucun accord sur la seconde phase des négociations n'a encore été trouvé, l'inquiétude grandit parmi les quelques 2 millions de Palestiniens entassés dans la bande de Gaza. Déjà confrontés à une situation humanitaire catastrophique marquée par des pénuries alimentaires, un accès limité aux soins médicaux et des infrastructures en ruine, ils redoutent que la récente décision d'Israël ne vienne encore aggraver leur quotidien. La décision israélienne a suscité une vague de condamnation à l'échelle internationale, en particulier de la part des pays médiateurs impliqués dans les pourparlers en cours, notamment l'Égypte et le Qatar. Des discussions devraient se tenir à ce propos lors du sommet de la Ligue arabe ce mardi. En 2024, l'économie espagnole a connu une croissance bien supérieure à celle de tous les autres pays européens. Et les experts s'accordent à dire que ce boom est en grande partie dû à l'afflux de main-d'œuvre étrangère. Au cours des prochaines années, l'Espagne va poursuivre sa politique de régularisation en ajoutant près d'1 million de travailleurs étrangers supplémentaires à sa population active. Dans une usine agroalimentaire située dans le nord-est de l'Espagne, des personnes de dizaines de nationalités différentes travaillent côte à côte. Yo soy peruano, pues, y en Perú no suele haber gente de todas partes del mundo. Cuando llegué, tocaba gente de Ucrania, de Marruecos, algunos latinos, pero la mayoría de Europa y gente de África. Es gente que no es la misma cultura, no son las mismas costumbres, la manera de hablar. Le responsable des ressources humaines semble y trouver son compte. Estas personas vienen a hacer unos trabajos. Hablamos de los trabajos de peonaje, de un matadero, de un despiece, trabajos que las personas que están aquí ubicadas, por la razón que sea, porque hay plena ocupación, prefieren no hacer. Selon le gouvernement espagnol, près de la moitié des emplois créés depuis 2022 ont été ou sont encore occupés par un demi-million de travailleurs nés à l'étranger. La croissance de l'économie espagnole et sa capacité à intégrer de nouveaux arrivants dans le marché du travail fait désormais des envieux parmi ses partenaires européens. Es como mi segunda casa aquí, entonces sí que es verdad que Rumanía siempre será la primera casa porque vamos igualmente cada año y todo, pero aquí es como si estuviera en casa igualmente, porque todo el mundo nos acoge muy bien.
Comme de nombreux gouvernements, l'Espagne a dû faire face à l'immigration clandestine en Méditerranée et a soutenu les accords de l'UE avec le Maroc pour tenter d'endiguer des flux ininterrompus. Pourtant, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez n'envisage pas de mettre un terme à la légalisation des étrangers. Ce dernier s'en tient mordicus à sa défense de l'immigration légale, un pari qui, au vu des résultats, semble être le bon. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose d'assouplir les objectifs d'émissions de carbone des constructeurs automobiles. Ce changement impliquerait la suppression des révisions annuelles des normes de CO2. Et les constructeurs automobiles auraient désormais jusqu'à 3 ans pour atteindre leurs objectifs. Les véhicules entrés en circulation cette année ne seraient donc pas soumis aux limites d'émissions. I will propose a focused amendment to the CO2 standards regulation this month. Instead of the annual compliance, companies will get 3 years. This is the principle of banking and borrowing. The targets stay the same. They have to fulfill the targets, but it means more breathing space for industry. Selon Ursula von der Leyen, le marché des voitures électriques progresse plus lentement que prévu en Europe. Une situation qui a un impact sur les progrès de l'UE vers les objectifs d'émissions zéro, selon elle. Mais pour les groupes de défense de consommateurs, cette nouvelle proposition envoie un mauvais signal aux acheteurs. Il risque d'inciter les constructeurs à limiter leurs investissements et à proposer moins de nouveaux modèles abordables. Le plan d'Ursula von der Leyen sera présenté en détail par la Commission européenne mercredi.